sur le... oui, vas-y. Ça va aller, merci beaucoup. Oui. Pas de souci. Donc en 3 minutes pour toi. 3 minutes. Oui, 3 minutes. Merci beaucoup. Écoute, après tous ces efforts intellectuels fournis là, pendant la vague alcaline postprandiale, je vais vous donner des choses un petit peu plus cliniques et gentillettes. On peut commencer, s'il vous plaît, la première diapo. C'est un film. Lancez le film, c'est torique. Voilà, un plan torique hémosis. On en a à peu près 20%. C'est à moi d'appuyer dessus. Là-bas. Mais c'est un film. J'appuie, mais ça marche pas. Vous pouvez enclencher oui, s'il vous plaît, enclenchez la vidéo. Ça marchait tout à l'heure, je crois. Ça y est, c'est parti. Voilà. Donc on n'a pas toujours des résultats comme ça pendant l'opération. Là, il n'y a pas de micro. Je te pique le tien. Non, ça y est, ça marche. Donc les trucs et astuces pour visualiser les repères. Si c'est au départ, on peut mettre un Malugin, même si c'est quelquefois un petit chantier. Il y a l'IRI qui est également très bien. Mais très souvent, ça arrive plutôt en fin d'intervention, ça tombe mal, c'est au moment où on veut voir les repères de l'implant. On peut rajouter du Midran, ou ce que je fais moi, c'est de la néocinéphrine. Et on peut aussi faire une midréase hypertonique une fois qu'on a hydraté les berges de l'incision. Alors ça marche quelquefois, mais très très bien. Et puis quelquefois c'est très fugace, donc il faut vraiment bien repérer le moment où ça va se dilater. On peut, quand c'est limite, vous voyez, juste balancer le globe. Voilà, on peut voir apparaître les points. Alors, il y a une plateforme, le pod que j'utilise et qui permet, comme elle est avec des anses six-loop symétriques, on peut faire des squats, vous voyez, et ça peut faire ressortir les repères. Alors, pour rester dans le sport, on peut aussi faire du stretching. Et là, j'utilise en fait la sonde IA en dévissant le silicone pour avoir quelque chose de plus carré et qui permet de bien écarter la pupille. Voilà. Alors on peut aussi carrément dévisser encore plus de façon à se générer une sorte de petite fenêtre qui permet, tout en repoussant l'iris, de voir les repères. Voilà, alors moi j'ai appelé ça le couteau suisse torique. Voilà. Là, ça ne marche plus du tout en irrigation, mais c'est très utile. Alors là, par exemple, on a bien visualisé la partie du haut, et pour la partie du bas, c'était un peu plus compliqué, et on peut s'aider de l'hypertonie de tout à l'heure. Et parfois, on voit apparaître le repère qui manquait, quoi. Voilà. Alors, on peut aussi combiner avec une hernie. Là, voilà, on voit bien le repère. Et puis, simplement en retirant en fait la sonde IA, si on retire en irrigation continue, quelquefois on amène l'iris avec soi, ça peut rendre service. Donc moi, j'aime bien le faire en fait sur un globe étanche en fin d'intervention. Alors quelquefois, c'est très simple avec un micro-manip ou une canule à hydrodissection. Et puis parfois, en fait, c'est beaucoup plus galère parce que en manipulant le globe, on perd les repères du calisto et on peut passer un petit moment à faire ça sans avoir ses repères. Voilà, écoutez, je crois qu'on peut arrêter là. Donc je voulais terminer en disant qu'il fallait être persévérant, mais que on y arrive presque toujours, mais quelquefois c'est un petit peu galère. Voilà. Merci à toi pour tous ces petits trucs techniques, toujours intéressants. Et là, donc, nous allons parler maintenant d'une comparaison des implants Anita Intensity avec le Pro10. Ah voilà. Ok. Voilà.
Donc 1 heure. Je vais mettre là. Comme ça, c'est plus sûr. Merci, Dr. Guinacia, pour l'invitation. Et merci tout le monde pour d'être là parmi nous, parce que je sais que ce n'est pas si évident en ce moment. I want to thank people who came from far away, because I know it's not that easy to be here right now, especially with the COVID situation. So thank you so much for being here. Aujourd'hui, je vous présente une étude comparative entre Prodis Presbysmart Plus, un implant d'ancienne génération, c'est vrai, auquel on a fait une étude en 2016, qui nous ont donné des excellents résultats, versus Anita Intensity, un implant du dernière génération. La question qu'on se pose, est-ce qu'un implant moderne donnera vraiment un meilleur résultat? Ça sera la surprise. Attendez. Voilà. Intensity est un implant pentafocal qui a un optique design à 5 foyers qui tente de donner une vision continue en diminuant les hiatus entre la vision de loin, vision intermédiaire et vision de près. Presbysmart Plus, comme vous vous souvenez, c'est un implant bifocal qui, même à ce jour, le seul implant avec une précision au centième. Le protocole de l'étude consiste à faire un contrôle post-opératoire à 3 mois pour évaluer l'acuité visuelle non corrigée en monoculaire binoculaire, en vision de loin, en vision intermédiaire et vision de près. Et bien sûr, l'acuité visuelle corrigée en monoculaire, en vision de loin et vision de près. On a également évalué les résultats qualitatifs avec un questionnaire qui parle surtout de l'activité quotidienne, phénomène photique, dépendance aux lunettes et satisfaction globale. Avec un système de notation assez court de 0 à 3, 0 à 4. Voilà. C'est vrai qu'on avait beaucoup plus de cas en Presbysmart Plus, 178 cas versus seulement 88 en Intensity. 75% étaient des yeux lasiqués, 25% des yeux lasiqués opérés avant, la plupart par Dr. Guinacia. Voilà. Les résultats réfractifs avec les 2 implants sont très proches à la métropie, comme vous voyez, avec une demi-dioptrie en intensité pour les yeux lasiqués. Au niveau les résultats de la vision de loin, en intensité est légèrement mieux, comme vous voyez, 8 dixièmes en monoculaire versus seulement 7,8 dixièmes en monoculaire avec Presbysmart Plus. Par contre, pour les yeux lasiqués, ça reste meilleur Prodis Presbysmart Plus. Comme vous voyez, je suis à 9 dixièmes en binoculaire versus seulement 8 dixièmes en binoculaire en intensité. Les résultats de la vision intermédiaire sont excellents. En binoculaire, l'intensité, pour les yeux lasiqués, 11 dixièmes, comme vous voyez là, 10 sur 10 en binoculaire pour Presbysmart Plus. Pour les yeux vierges, on a 12 dixièmes en binoculaire versus 10 sur 10 en Presbysmart Plus. Ce coup-là, la pentafocalité de l'intensité a bien marché. Vous voyez quand même qu'on a gagné un paragraphe de plus avec intensité par rapport à Presbysmart. Pareil pour la vision de près, des excellents résultats. En monoculaire, je suis à Paris non 1,79 pour les yeux lasiqués, même pour les yeux lasiqués et même pour les yeux vierges. En meilleure vision de près par rapport à Presbysmart Plus, qui n'a même pas à Paris 2 en monoculaire. Le résultat qualitatif est plutôt satisfaisant. Comme vous voyez, au niveau d'activité quotidienne, les yeux vierges sont équivalents par rapport aux yeux lasiqués à 3,6 sur 4. Au niveau de phénomène photique, c'est étonnant de voir que les yeux vierges sont aussi gênés par rapport aux yeux lasiqués. Malgré ça, ça reste déjà satisfait. On est à 2,6 sur 3. Et au niveau dépendance lunettes,
2,7 sur 3. Au niveau de satisfaction globale, pour les yeux vierges, on est à 3,7 sur 4. Un peu moins pour les yeux laziqués, à 3,4. Je vous présente 2 cas cliniques exceptionnels pour illustrer les résultats d'Intensity. Un patient de 71 ans, l'œil droit vierge, l'œil gauche opéré d'un kératome radiaire par Dr Genassia il y a 30 ans. L'acuité visuelle corrigée en pré-chirurgie, l'œil droit 6 dixièmes, l'œil gauche 7 dixièmes, avec une addition de 50 en parine 2. L'acuité visuelle non corrigée en post-chirurgie, en monoculaire, 10 sur 10 de loin et intermédiaire, et parino en 5 en vision de près. Et comme vous voyez, le résultat est assez équivalent entre les 2 yeux. Hein. Donc, avec un résultat réfractif quasi hémétrope. Vous ne pouvez pas voir que l'œil gauche était opéré d'un kératome radiaire. On ne peut pas faire mieux que ça. Encouragé par les bons résultats. Deuxième cas, une patiente de 68 ans avec une dystrophie cornéenne aux 2 yeux. L'acuité visuelle corrigée pré-chirurgie, 8 dixièmes l'œil droit, 9 dixièmes l'œil gauche, en parine 2 avec une addition de 50. L'acuité visuelle non corrigée en post-chirurgie, en binoculaire, on est à 10 sur 10 de loin, et vision intermédiaire en 12 dixièmes, et parino en 5 en vision de près. Malgré un 8 dixièmes sur l'œil droit dû à une astigmatisme résiduelle, le patient était tellement ravi qu'il m'a donné une enquête parfaite. En conclusion, Intensity avait meilleurs résultats, c'est vrai, à toutes les distances, notamment en vision intermédiaire et vision de près. Sauf pour les yeux laziqués, qui reste quand même meilleur avec Presbysmart Plus en vision de loin, malgré son ancienne technologie. Un taux de satisfaction très élevé, certainement dû à une très bonne vision de près et vision intermédiaire. Par contre, au niveau de phénomène photique, l'implant Intensity, considérant que c'est quand même un implant de dernière génération, génère beaucoup plus d'éblouissement. Même pour les yeux vierges. Est-ce que c'est à cause de sa pentafocalité? Est-ce que ce reflet sera la cause de plus d'éblouissement? Après quelques discussions, le laboratoire a constaté que ce reflet vient de le fait que l'implant, le face postérieure de l'implant Intensity, en fait, n'est pas poli. Pourquoi? Ils ont décidé ça pour réduire surtout les cataractes secondaires, qu'on en a parlé tout à l'heure. Par contre, comme vous voyez, avec ce reflet, ça peut que donner quand même plus d'éblouissement. Du coup, grâce à cette étude, le laboratoire a décidé de polir le face postérieur de l'Intensity pour réduire l'éblouissement. Et pour faciliter l'implantation, l'Intensity Silence, en fait, sera préchargée comme l'Intensity Bunny bientôt. Et je vais commencer bientôt une étude avec Dr Genassia avec Anita Active, en bifocal avec une addition de 2,25. C'est la matpo. Merci beaucoup. Pendant que Cathy s'installe, peut-être un petit commentaire sur cet implant. Okay. La vision de loin supérieure avec le Presbysmart, c'est peut-être parce que le Presbysmart a plus d'énergie lumineuse. Je disais, le petit commentaire, peut-être que le Presbysmart a un peu plus d'énergie lumineuse pour la vision de loin que l'Intensity, ce qui favorise la vision de loin pour les patients, notamment ceux qui ont été opérés. Oui, voilà, il y a une répartition lumineuse et puis le temps d'apprentissage lié aussi à l'Intensity qui en fait envoie toute la lumière d'ordre 0 sur la vision intermédiaire. Donc il y a un petit phénomène d'apprentissage qui paraît logique. Le phénomène d'apprentissage, je pense simplement. Oui. Voilà. Merci Aïda. Oui, c'était parfait. Excellente optométriste qui a fait ses études aux États-Unis, plus pas mal de... Voilà, et c'est elle qui fait toutes les études, en tout cas pour les implants, cabinet Prodis et autres. Donc merci en tout cas. Congratulations, you are lucky. Merci. Cathy, alors
Bien sûr, ton choix préféré? Mon choix préféré, merci d'abord à Charlie et à Liliane pour cette organisation toujours parfaite et pour la soirée d'hier soir qui était super sympathique. Alors, je voudrais, avant d'aborder le sujet, dire que j'ai aussi bien accès à la plateforme LASIK, à la clinique de la vision pour faire les traitements de presbyLASIK aux cataractes, et j'ai une activité qui est à peu près similaire. Donc tout ça pour vous dire que mon choix, en fait, je peux pas dire qu'il soit objectif puisque chacun aura le sien, mais c'est pas par défaut de possibilité d'avoir accès à l'un ou à l'autre. Lorsqu'on a un patient qui vient pour une correction chirurgicale de la presbytie, il est bien évident que si vous avez un patient qui est entre 45 et 50 ans, vous allez évidemment lui choisir une chirurgie cornéenne au presbyLASIK. S'il a plus de 70 ans avec un cristallin, bien évidemment, qui va être un petit peu jaunâtre, vous allez choisir une chirurgie du cristallin. Le problème se pose, et j'insiste là-dessus, chez des patients qui viennent vous voir avec un cristallin clair et qui sont dans la tranche d'âge 55-65 ans. On a beaucoup d'arguments en faveur de la chirurgie cornéenne en laser, en tout cas personnellement c'est ce que je retrouve. Donc quelle que soit la métropie de départ avec un cristallin clair, je trouve une chirurgie moins radicale, plus rapide, avec des résultats, on le sait, qui sont excellents. On en a parlé longuement hier, on a plusieurs plateformes qui donnent vraiment des résultats tout à fait performants. Bien évidemment, il faut avoir accès à une plateforme laser et savoir bien poser les indications. Le bilan préopératoire, il est identique à celui de tout LASIK, soumis bien évidemment aux mêmes contre-indications après un examen ophtalmologique complet et une batterie d'examens complémentaires qu'on fera peut-être bientôt avec la plateforme de Michael. Donc Orbscan, personnellement je fais toujours un Orbscan et un Pentacam, une abérométrie bien évidemment en mesurant la pupille, et puis on a accès à la clinique à un OCAS qui parfois aide au choix thérapeutique. En effet, chez un patient qui a moins de 60 ans, qui a 10/10e par Ino 2 d'acuité visuelle avec un OSI à 2, vous allez plutôt lui proposer une chirurgie du cristallin. Alors que si vous avez un patient de 60 ans, et ça m'arrive de poser des indications de presbyLASIK chez des patients qui ont plus de 60 ans, bien plus que 60 ans, s'ils ont 10/10e par Ino 2 et que vous avez encore une transparence du cristallin. Certains examens sont spécifiques à la chirurgie de la presbytie, ils doivent être méthodiques, bien compris par le patient, car le résultat final de la chirurgie va en dépendre. Ils doivent compléter un interrogatoire policier, je donne un questionnaire aux patients pour connaître leurs habitudes de vie, leur profession, leurs attentes, leurs objectifs et surtout leurs besoins visuels. On teste la dominance oculaire par plusieurs méthodes, je ne vais pas y revenir, on en a parlé longuement hier, et bien évidemment on teste la micromonovision, c'est-à-dire qu'on va rajouter à la correction de loin une addition de plus 1,50 sur l'œil qui a priori est dominé, et si jamais le patient ne supporte pas, soit on diminue la micromonovision, enfin l'addition pardon, soit on va changer d'œil, parce que de temps en temps vous allez vous apercevoir que le patient, même s'il a un œil directeur droit par exemple, il préférera avoir son œil de près droit. Alors, quels sont les arguments en faveur du presbyLASIK? Il y en a une bonne dizaine. La chirurgie est plus simple. Elle est bilatérale d'emblée, en un jour. Donc, c'est une chirurgie qui est légère, avec une reprise des activités, on le sait en LASIK, qui est immédiate. Des suites très simples. Personnellement, je vois mes patients à J1 et à 3 mois. Et puis après, je les renvoie au correspondant où je leur dis, vous reviendrez me voir dans 1 an. Le deuxième argument, c'est que le risque opératoire est quasi nul. On le sait aujourd'hui avec nos technologies à l'heure actuelle, et puis quand on sait un peu opérer, la chirurgie de LASIK est quasiment sans risque. Le plus souvent, c'est des problèmes réfractifs que vous pouvez avoir et ils sont facilement réversibles. On a une qualité et une précision des résultats qui est exceptionnelle lorsque les indications sont toujours bien posées, bien évidemment, et que les contre-indications ont été respectées. Le LASIK a fait sa preuve de son efficacité, de sa prédictibilité, de sa sécurité, avec quasiment 98,8% des patients à 10/10e sans aucune complication. Quatrième argument, vous pouvez ajuster les focales très très facilement, je l'ai dit hier, c'est-à-dire que si vous avez un patient, effectivement, là vous voyez que je reprends un patient 10 ans après, et mon record maintenant c'est 18. Si vous avez un patient qui a une réfraction qui n'est pas parfaite sur une des deux distances, ou en tout cas pour ses besoins visuels à lui, vous pouvez très facilement ajuster dans les 3 mois qui suivent le premier geste, vous allez pouvoir ajuster la correction même à 0,25 près, et on peut le faire des années après, donc opérer une presbytie chez un patient que vous avez déjà opéré de myopie, puisque moi j'ai commencé il y a très longtemps. On évite les inconforts liés aux multifocaux.
que l'on retrouve chez certains patients, même très bien opérés, avec un résultat réfractif parfait. Et François Malcaz avait montré à la Saphir il y a quelques années, que lorsque vous avez un patient qui ne supporte pas les implants multifocaux, vous voyez sur le cerveau en IRM de droite que vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il ne tolère pas les multifocaux, et vous avez une activation des aires primaires et secondaires avec des noyaux, alors que sur le patient qui tolère parfaitement bien les implants multifocaux, vous avez tout simplement les aires visuelles qui sont activées. Donc, et ça, c'est imprévisible avant, et on a tous dans notre patientèle un patient à qui vous allez être obligé soit de retirer l'implant, soit de dire bah, écoutez, effectivement, chez vous, ça marche un tout petit peu moins bien que ce qu'on a d'habitude. En sixième argument, on évite le risque de décollement de rétine, qui augmente d'autant plus que les patients sont jeunes et myopes, et ça on le sait, n'opérez pas des presbylasiques, n'opérez pas des cristallins clairs. Alors chez des patients qui ont moins de 60 ans, vous avez quand même un risque de décollement de rétine. Hop. On a moins de perte de transmission de la lumière, on a vu, alors c'est vrai que les dernières plateformes d'implants transmettent mieux la lumière qu'il y a quelques années, mais lorsque vous faites un presbylasique, vous avez une meilleure transmission de la lumière par rapport à une implantation multifocale. Vous avez moins de risque de perte de la qualité de vision en cas de décompensation maculaire ultérieure. Et alors, on a eu une discussion un petit peu intéressante hier et on n'a pas pu la terminer, mais on pourra éventuellement y revenir l'année prochaine, Charlie. On a une conservation de la sphéricité de la cornée, bien évidemment, et personnellement, moi j'implante en monofocal puisque je trouve quand même, Alain n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve quand même que le patient garde un petit bump quand il a cet aspect de cornée. Donc on fait une topographie préopératoire avant d'implanter. Donc lorsque les patients viennent ultérieurement, qu'ils ont été opérés de presbylasique, qu'ils ont une cataracte, personnellement, souvent je mets un implant monofocal parce que s'ils ont un petit bump comme ça, on sait qu'ils vont avoir une petite profondeur de champ liée à la sphéricité de la cornée que vous avez induite précédemment. Les patients sont très satisfaits et globalement, même s'ils ont besoin parfois d'avoir une petite retouche chirurgicale pour encore améliorer la distance focale qui éventuellement n'a pas été suffisante à leurs yeux, c'est le cas de le dire, ils sont extrêmement satisfaits et ils ont un affranchissement de leur correction pour 90% de leurs activités et c'est très souvent 100%. Et enfin, alors c'est un argument que je mets en plus parce que c'est pas ça qui me fait choisir la technique chirurgicale, même si effectivement la chirurgie du cristallin clair, puisque on ne fait pas passer de chirurgie du cristallin chez les patients qui ont 50 ans lorsque le cristallin est clair, ils vont payer totalement la chirurgie, c'est-à-dire qu'ils payent la clinique, les honoraires du chirurgien, l'implant, et tout ça c'est un gros budget, beaucoup plus que celui d'un presbylasique. Mais c'est pas ça qui me fait choisir l'indication opératoire. Alors, on va aller très vite sur les résultats parce qu'il y a quand même une bibliographie qui est assez importante. Mais vous voyez qu'on a des résultats réfractifs qui sont excellents en chirurgie LASIK. Et on a plusieurs publications, on pourra y revenir, avec des taux de satisfaction qui sont hauts, et on sait maintenant que l'augmentation de la profondeur de champ gagne du terrain, on l'a vu avec les implants. Donc on a beaucoup de solutions chirurgicales. L'important, c'est de bien poser les indications, et lorsque vous posez bien les indications, vous allez avoir un très grand taux de satisfaction chez les patients. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments en faveur du cristallin clair, même si, je vous le disais tout à l'heure, mais je me pose encore beaucoup d'implants multifocaux. L'avantage, chirurgie simple, bilatérale d'emblée, reprise des activités immédiates, qui corrige la presbytie et les amétropies, bien évidemment associées avec une très très grande précision, donc chez les patients autour de la soixantaine ayant un cristallin clair, et puis ça leur donne une indépendance des lunettes pendant 10-15 ans pour 90% de leurs activités, en attendant leur chirurgie du cristallin. Je vous remercie. Merci Cathy. Juste une petite question, est-ce que tu t'intéresses à la réserve accommodative avant dans ton choix, avant de repasser la crise? Alors je sais que Charlie en a longuement parlé effectivement hier. C'est pas obligatoirement ça qui me fait choisir. D'une manière générale, entre 55 et 60 ans, ils ont encore une réserve accommodative qui va nous aider encore effectivement dans le choix de l'indication laser. Absolument ça, parce que si le 1,50 sauteur n'apporte rien, on part sur les implants. Oui. Ok, donc y a-t-il des questions juste avant de, y a-t-il des questions à ce sujet-là? Cathy, dans les opérations de cataracte après LASIK, presbylasique, trouverais-tu intéressant de mettre un implant multifocal basse addition?
On avait entamé ça, mais je pense que du coup, ça pourra faire une table ronde l'année prochaine, hein, parce qu'on avait déjà entamé un petit peu la discussion hier. Et effectivement, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, je mets des monofocaux, mais effectivement, ça peut être très intéressant de mettre... alors moi, je suis absolument pour avoir une qualité de vision parfaite de loin. Donc mon œil dominant, je le mets toujours avec un traitement qui assure la qualité de vision de loin. Donc là, pourquoi pas faire effectivement un mix and match et effectivement sur l'œil dominé, mettre un implant pour augmenter la profondeur de champ. Et je pense que ça peut être effectivement une très bonne indication. Réponse très intéressante, merci. Ok. Oui, donc on va repasser la parole à Christophe. Puis je crois que ça dépend vraiment du traitement qui a été fait de type de presbylasque autrefois. Et moi, on peut très bien mettre voilà, des multifocaux sur les 2 yeux ou des monofocaux, c'est ouvert. Alors, j'ai pas bien compris tout à l'heure le couteau suisse, tu peux me le montrer ? Le voilà, il revient, regarde. Il revient, donc c'était un petit teaser tout à l'heure, mais je vous l'avais présenté il y a 15 ans. Hein. Et vous voyez, on peut pratiquement en 3 secondes, vous voyez, 1, 2 et 3, c'est plutôt 4, on peut vraiment nettoyer son cortex très rapidement. Et je voudrais vous montrer comment je fais en fait. Donc je dévisse le silicone jusqu'à ce que l'orifice d'aspiration soit à l'intérieur d'un des 2 trous d'irrigation. Et vous voyez que l'irrigation devient complètement distale. Et puis par contre pour l'aspiration il n'y a plus aucun problème. Et je voudrais vous montrer comment ça marche. Donc le premier principe, c'est qu'on a un sac capsulaire qui est complètement distendu par l'irrigation qui est distale. Et du coup, les masses vraiment viennent très facilement. Hein. On a des irrigations vraiment rapides, quoi. Ensuite, si on se positionne bien en arrière, on touche la capsule postérieure, finalement on peut évoluer sous la zone du rhexis et terminer de nettoyer sans difficulté les masses filamenteuses résiduelles. Alors vous voyez là, ça suffit pas. Là c'est un interne, c'est pas moi, mais si vous voulez, il utilise en fait le couteau suisse comme un système normal, sans tripette. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un deuxième principe, c'est que on va utiliser en fait la sonde IA d'une façon tangentielle au bord du rhexis, et c'est ce que j'appelle le rhexis cortical. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre le plus possible de masse corticale en faisant un mouvement donc comme un rhexis qui part à l'envers là, de ce point de vue-là. Et en fait, on peut revenir en arrière et puis on garde le mouvement centripète pratiquement uniquement pour la dernière masse si c'est nécessaire. Très souvent, on n'a même pas besoin. Voilà. Ensuite, il y a un troisième facteur, en fait, c'est le silicone lui-même au bout de la sonde. On a une silicone gratteuse qui va nous permettre de nettoyer toutes les masses filamenteuses. Et ce genre de cortex très adhérent, en fait, parfois on met vraiment du temps, alors qu'en faisant comme ça, à nouveau, on va très vite. Hein, je vous rappelle, on se positionne en arrière contre la capsule postérieure, et on peut terminer d'enlever les masses filamenteuses qu'on a décrochées de la capsule postérieure. Voilà, alors ça nous permet vraiment de travailler en sécurité. Je crois que j'ai dû rompre une capsule en 15 ans, quoi. Hein. Pour vous dire, pourtant, quelquefois, je vais un petit peu vite, quoi. Et on a des capsules qui sont vraiment très, très, très bien polies. Voilà. Alors cet outil, finalement, de canule silicone gratteuse, va nous permettre aussi de modifier la façon d'enlever la masse d'une façon non plus centripète, mais centrifuge, c'est-à-dire qu'on va gratter la capsule postérieure et du coup on se crée une zone qui était absolument impossible à attraper. Il n'y a plus rien là sous l'iris. Et on peut aller attraper le cortex en fait en le décollant tout simplement de la capsule postérieure. Alors c'est particulièrement utile pour la masse qui est au niveau de l'incision, ce qu'on appelle les masses de midi, même si beaucoup de gens se mettent en temporal. Un autre élément, c'est que la partie silicone permet de se verticaliser quand on veut enlever une masse à midi, donc récalcitrante, et on termine de frotter tout en éloignant la capsule postérieure. Alors c'est pas non plus une assurance tout risque. Il m'arrive régulièrement d'attraper la capsule et de tirer dessus. Donc il faut pas penser que c'est absolument sans danger. Donc là,
cette canule gratteuse, on peut aussi dire que c'est un vrai macro-manipulateur, puisque cet embout silicone va nous permettre de passer sous un épinoyau et de le mobiliser vraiment sans problème. Voilà, on peut même aller carrément percer la couche avec le silicone, et puis on passe dessous, quoi. Alors ça va vraiment très vite. Et moi, ça m'a sorti d'affaire dans pas mal de cas de cracking impossible à effectuer sur des noyaux un peu trop mous. Voilà, on peut s'aider avec le vrai micro-manip, cette fois-ci, pour accélérer un petit peu le mouvement. Voilà. Donc là, c'est une cataracte chez un tout jeune, hein, de 30 ans, là, avec pratiquement pas de noyau. Bah, c'est pareil, c'est vraiment un macro-manipulateur très agréable à utiliser. Voilà. Enfin, je l'utilise très souvent pour éviter les hernies d'iris. Hein, hop, ça va arriver, ben là je coupe l'eau et je repousse simplement l'iris en bouchant en fait l'incision. Et ça permet également, quand on est parti avec de l'eau, bah, de repousser l'iris directement. Voilà, et finalement, le dernier élément, bah, c'est que ce macro-manipulateur va mobiliser les implants. Ici, c'est pour enlever une masse qui est à l'incision, un petit peu trop compliquée à enlever. Mais par exemple, pour les toriques, bah, c'est vraiment très pratique, quoi. Voilà, bah, je vous remercie. Merci Christophe, c'est toujours très pratique et très intéressant. Tu devrais organiser des universités d'été à Montpellier pour... Je te laisse. Voilà.